Vladimir Poutine prend la parole à Moscou. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, je vais parler à une heure qui est très difficile pour nous, une période de grands changements dans le monde entier. Des événements historiques qui détermineront l'avenir de notre pays et de notre peuple. Chacun d'entre nous a une responsabilité colossale. Il y a un an, pour défendre les habitants de nos régions historiques, pour assurer la sécurité de notre pays, pour éliminer une menace qui provenait du régime néo-nazi en Ukraine, arrivée suite au coup d'État de 2014, la décision a été prise de conduire une opération militaire spéciale. Nous avons réfléchi pas à pas et nous réglerons les défis qui se posent à nous. Depuis 2014, le Donbass s'est battu, a défendu son droit de vivre sur ces terres, de parler sa langue maternelle. Alors qu'il y avait un embargo et des frappes, le Donbass ne s'est pas rendu. Et la Russie devait venir les aider. Et vous le savez, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour régler ce problème par des moyens pacifiques. Nous avons mené des négociations sur ce conflit qui durait depuis longtemps. Mais dans notre dos se préparait un autre scénario. Les promesses des responsables occidentaux pour une paix dans le Donbass était un mensonge. Ils cherchaient à gagner du temps et ont fermé les yeux alors qu'il y avait des meurtres politiques, des répressions commises par le régime de Kiev, des humiliations que subissaient les croyants. Et des actions terroristes ont été commises par les néo-nazis. Des officiers de bataillons nationalistes ont été envoyés, des armes ont été envoyées. Et même avant le début de l'opération militaire spéciale, nous avons négocié, il y a eu des négociations entre Kiev et l'Occident pour recevoir des systèmes de défense antiaérienne, des armes. Et il y avait même la possibilité que Kiev reçoive l'arme nucléaire. L'OTAN et les États-Unis ont menacé avec une base secrète notre pays, un biolaboratoire qui devait être une préparation aux actions militaires à venir. Ils préparaient l'Ukraine à une grande guerre et aujourd'hui ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent publiquement. Ils n'ont pas honte de le dire. Ils ont utilisé les accords de Minsk comme un spectacle, c'est un bluff politique. Alors que dans le Donbass versait son sang. Et nous avons tout fait pour parvenir à une solution pacifique et eux jouer avec la vie des personnes. Ils jouaient leurs cartes. Cette méthode répugnante du mensonge avait déjà été utilisée par le passé. Cette hypocrisie, on l'a observé en Yougoslavie, en Irak, en Libye, en Syrie. Et ils ne pourront jamais se laver les mains de cette honte. La mémoire n'est pas de leur côté, ni de conscience. Pendant les années d'hégémonie, de colonialisme, ils ont pris l'habitude que tout soit possible. Et ils faisaient peu de cas du monde. Ils méprisent d'ailleurs même leur propre peuple. Ils leur ont menti de manière cynique, disant qu'ils étaient attachés aux résolutions du Conseil de sécurité sur le Donbass.
Le Donbass est devenu un symbole de ce mensonge total. Et nous avons défendu non seulement nos intérêts, mais aussi notre position. Dans le monde, il ne doit pas y avoir de division entre les pays civilisés et les autres. Il faut un partenariat honnête, sans avoir recours à des méthodes agressives. Nous étions ouverts, prêts à un dialogue constructif avec l'Occident. Nous avons insisté pour que l'Europe et le monde, pour dire qu'il fallait qu'il y ait un système de sécurité indivisible et égal pour tous. Et pendant longtemps, nous avons proposé à nos partenaires d'étudier cette possibilité. Mais la réponse a été une réaction confuse et hypocrite. Il y a eu aussi des actions concrètes cependant. L'élargissement de l'OTAN à nos frontières, la création de nouveaux sites de déploiement pour les missiles. Ils ont souhaité nous couvrir de leur parapluie militaire. Des contingents militaires sont arrivés à la frontière de la Russie, mais pas seulement. Et vous le savez très bien. Dans aucun pays dans le monde, il n'y a autant de bases militaires que les États-Unis. Ils ont des centaines de bases, je le souligne, dans le monde entier. Vous pouvez regarder la carte pour vous en convaincre. Ils ont renoncé à des accords fondamentaux, notamment sur les missiles à moyenne portée et longue portée. Pourquoi ont-ils fait tout cela ? Je vous rappelle qu'en décembre 2021, nous avons envoyé officiellement aux États-Unis et à l'OTAN un projet de traité sur les garanties de sécurité. Sur toutes les grandes positions essentielles pour nous, nous avons reçu un refus direct. Alors nous avons compris qu'on ne pourrait renoncer à ces plans. Alors, se défendre face à leurs plans agressifs. Et suite aux informations que nous recevions, nous avons compris qu'en février, tout était prêt pour leur action punitive dans le Donbass. En 2014, le régime de Kiev avait déjà envoyé l'artillerie, l'aviation. Nous rappelons des frappes qui ont été menées dans le Donbass, qui visaient différentes villes. En 2015, ils ont à nouveau tenté d'attaquer directement le Donbass. Et ils ont continué à mener un embargo, une terreur des frappes. Et cela a été en violation des documents du Conseil de sécurité. Totalement. Mais il ne se passait rien. Je le répète, c'est eux qui ont fait éclater la guerre. Et nous avons utilisé la force pour mettre un terme à cette guerre. Ceux qui avaient prévu une nouvelle attaque dans le Donbass et Lugansk comprenaient que ensuite ils s'en prendraient à la Crimée et à Sébastopol. Et nous l'avons compris. Et à Kiev, ils le disent ouvertement. Ils disent aujourd'hui ce que nous savions très bien. Nous défendons la vie des personnes, leur maison maternelle. Et l'Occident a dépensé plus de 150 milliards pour être le complice du régime de Kiev. D'après l'OCDE, les pays les plus pauvres du monde, pour 2020-2021, 60 milliards de dollars ont été apportés. Donc 150 milliards pour la guerre et pour les pays les plus pauvres, 60 milliards. Et puis, par ailleurs, les bénéficiaires doivent respecter certaines exigences, ce qui leur empêche de sortir de la pauvreté. Le développement durable, l'écologie, où cela, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Les approvisionnements militaires continuent.
Récemment, à la conférence de Munich, on a pu entendre les accusations interminables visant la Russie. Nous avons eu l'impression que l'objectif était que tous oublient ce que l'Occident avait fait ces dernières décennies, alors que c'est eux qui ont fait sortir le génie de la bouteille en quelque sorte. D'après les experts américains, suite aux guerres, et ce n'est pas nous qui nous avons trouvé ces chiffres en quelque sorte, ce sont les Américains, suite aux guerres que les États-Unis ont lancées après 2001, 30 millions de personnes se sont retrouvées réfugiées et 38 000 personnes sont décédées. Aujourd'hui, ils cherchent à effacer de la mémoire de l'humanité ces faits, comme si il ne s'était rien passé. Mais personne n'oubliera cela. Les pertes humaines, les tragédies, ils en font peu de cas, des millions des milliers de milliards de dollars peuvent leur permettre de cacher tout cela. Ils imposent des régimes, des valeurs totalitaires libérales. Ils humilient publiquement les dirigeants de ces pays. Ils cherchent à divertir, à détourner l'attention des peuples avec des scandales. Et nous le voyons tout cela. En 1930, l'Occident a a permis aux nazis d'arriver au pouvoir et aujourd'hui il crée une antiracie. Ce projet n'est pas nouveau. Des personnes qui connaissent un peu l'histoire sauront très bien cela. Cela remonte même au XIXe siècle avec l'Empire austro-hongrois, la Pologne. L'objectif était de retirer ces terres historiques de notre pays pour former ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. Tout se répète. L'Occident a imposé ce projet aujourd'hui en entraînant le coup d'État en 2014. C'était un coup d'État meurtrier, anticonstitutionnel, et c'est comme s'il ne s'était rien passé. Et ils avaient même de l'argent prévu pour cette stratégie. C'est la russophobie, leur nationalisme agressif qui est à la base de tout cela. Et les forces armées se sont appelées Edelweiss, comme la division hitlérienne qui a déporté les Juifs, qui a mené des opérations punitives contre la Yougoslavie, l'Italie, la Tchécoslovaquie. Et aujourd'hui, dans la garde ukrainienne, on utilise des insignes qui étaient utilisés par les SS. Sur les blindés ukrainiens, on trouve des signes de la Wehrmacht, de l'Allemagne nazie. Les néo-nazis ne se cachent pas. Ils disent ouvertement de qui ils sont les héritiers. Il est étonnant qu'en Occident, personne parmi les responsables ne remarque cela. C'est déplorable. Car en fait, ils s'en fichent. Leur objectif est de se battre, de nous combattre, de combattre la Russie. Et ils sont prêts à utiliser tous les moyens, les terroristes, les néo-nazis, pour remplir leur volonté, pour qu'ils se battent contre la Russie. Cette anti-Russie est une politique revancharde contre notre pays. Créer des foyers d'instabilité, de conflit à nos frontières, voilà l'objectif. Comme dans les années 30 et comme aujourd'hui, l'objectif est le même, c'est de mener une agression à l'Est, de faire éclater la guerre en Europe par d'autres acteurs et d'éliminer un adversaire. Le peuple ukrainien est devenu l'otage du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux qui ont occupé ce pays de fait
dans le sens politique et militaire. Pendant des décennies, ils ont détruit l'industrie ukrainienne, ont pillé les ressources naturelles, une dégradation sociale et une pauvreté. Les inégalités s'en sont suivies. Personne n'a pensé aux populations. Ils sont devenus un matériel utilisable. Le conflit ukrainien, l'escalade, les victimes, c'est l'Occident, l'élite occidentale qui en est responsable. Et le régime de Kiev, qui n'a rien à voir avec le peuple ukrainien. Aujourd'hui, le pouvoir ukrainien ne suit pas les intérêts nationaux, mais ceux de l'élite. L'Occident cherche aujourd'hui à augmenter les approvisionnements militaires pour changer le cours des événements. Plus de systèmes à longue portée arriveront en Ukraine, plus nous serons contraints de repousser la menace à nos frontières. L'élite occidentale ne cache pas ses objectifs qui est, comme ils le disent, d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie mettre fin à notre pays pour tous. C'est-à-dire qu'un conflit local doit entrer dans une phase d'affrontement mondial. Et nous comprenons tout cela. Et ainsi, nous réagirons face à cela. Car il en va de l'existence même de notre pays. Mais ils ne se rendent même pas compte que sur le champ de bataille, il est impossible de battre la Russie. Et c'est pourquoi ils mènent contre nous des attaques informationnelles de plus en plus agressives. Ils utilisent les jeunes et mentent en permanence. Ils déforment les faits historiques. Ils s'en prennent à notre culture, à l'Église orthodoxe, à d'autres organisations religieuses traditionnelles de notre pays. Voyez ce qu'ils ont fait avec leur propre peuple. Ils ont détruit la famille, la culture, l'identité nationale. Ils ont humilié les enfants de sorte que la pédophilie est la norme de vie aujourd'hui. Les prêtres doivent célébrer des mariages homoparentaux. Mais les adultes vivent comme ils veulent. Ça n'a jamais été remis en question. Personne n'entre dans la vie privée des personnes. Nous ne souhaitons pas faire cela. Mais regardez les écritures des grandes religions. Tout est écrit. Notamment le fait que la famille est l'union d'un homme et d'une femme. Mais même ces textes sacrés sont remis en question. L'Église anglicane, par exemple, prévoit de maintenant envisager l'idée de créateur neutre en termes de genre. Que dire? Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Des millions des gens à l'Occident comprennent néanmoins qu'on les mène à cette catastrophe spirituelle. Les élites deviennent folles et ça devient un problème intraitable en termes de médecine. Mais nous devons protéger nos enfants, la jeune génération, de cette dégénération de mœurs.
Il est évident que l'Occident va essayer de faire vaciller notre société, miser sur les traîtres nationaux, les national traîtres qui gardent ce venin de mépris envers sa patrie, et ils sont aussi prêts à travailler avec ceux qui sont être à la solde. De tout temps, il y a eu ce genre de figure, ce genre de traître. Il y a aussi, il y aura d'autres attaques contre nous, mais tous ceux qui vont être responsables contre ces collaborations vont être punis avec la force de la loi. Mais nous ferons pas nous allons punir les traîtres, mais nous allons pas faire de nouvelles chasses aux sorcières. Ceux qui ont fait des écarts, ceux qui ont fait ceux qui ont eu le doute et ont pensé à trahir à un moment leur patrie, que ça reste sur leur conscience. Le tout, c'est de leur donner un jugement moral, de les couvrir d'opprobre. Notre peuple multinational a pris tous ce positionnement de principe. Ils se sont déterminés, ils ont tous soutenu notre opération spéciale dans le Donbass. Et c'est là où on voit un véritable sentiment patriotique qui a été sur le fondement solide de ce soutien, et ce sentiment patriotique qui est un lien intrinsèque de chacun de nous avec la destinée de la patrie. Chers amis, je voudrais vous remercier tous, tout le peuple russe, de la Russie, pour ce courage et pour cette détermination. Je voudrais remercier les officiers de la flotte et des forces terrestres. Je voudrais remercier les combattants des brigades de Donetsk et de Lugansk, des réservistes. Je voudrais aussi apporter quelques excuses, car je ne pourrais pas citer dans mon intervention d'aujourd'hui, citer tout le monde pour les remercier. J'ai commencé d'abord en préparant cette intervention, dresser la liste de tous les détachements, de toutes les brigades héroïques qui ont fait des faits d'armes héroïques. Je voudrais d'abord citer tous, mais je me suis rendu compte que cette liste est trop longue. Alors je voudrais aussi remercier les mères et les épouses, aussi les parents de défenseurs de notre patrie, des médecins et des médecins de campagne, les conducteurs des locomotives et les collaborateurs des chemins ferroviaires qui approvisionnent le front, les ingénieurs qui font fonctionner les services des usines, le complexe militaire, tous les travailleurs de ce complexe qui tournent aujourd'hui en 3-8, et tous les forces qui assurent la sécurité de notre immense pays. Je voudrais remercier aussi les professeurs, les maîtres d'école, ceux qui prennent charge de cette jeune génération et l'école fonctionne même à quelques kilomètres de la ligne de front et même sur le front. Il y a les médecins qui se rendent pour sauver les blessés dans les lignes des hostilités. Je voudrais remercier aussi les correspondants de guerre qui prennent des risques pour leur vie, pour témoigner. Je voudrais remercier les aumôniers, des prêtres militaires qui vont soutenir les soldats et soutenir leur courage. Je voudrais remercier les fonctionnaires, tous ceux qui ne font que remplir leurs devoirs citoyens et leurs devoirs moral, humain.
Je voudrais dire un mot particulier pour les habitants des régions de Luhansk et Donetsk, de Zaporizhia et de Kherson. Vous avez choisi votre destin. Vous vous êtes prononcés pendant les référendums pour votre avenir, malgré la terreur et malgré les combats qui ont été tout proches. Mais rien n'a pu ébranler votre détermination d'être aux côtés avec la Russie, avec votre patrie. Nous avons déjà entrepris cette réaction de la salle, c'est pour applaudir les habitants, le courage des habitants de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson. Nous nous inclinons devant leur courage. Nous avons entrepris un vaste programme de reconstruction sociale et économique de ces nouveaux sujets de la Fédération de Russie pour insuffler une nouvelle vie, pour réanimer les ports de la mer d'Azov, qui est devenue la mer intérieure de la Russie. Maintenant, il y a un couloir terrestre qui assure pour les ports de la Crimée un lien avec le continent très fiable. Nous avons aujourd'hui un soutien permanent logistique humanitaire pour nos frères et sœurs de la région de Luhansk et de Donetsk, comme il se doit. Et nous ferons tout pour faire revenir la paix vers ces terres. Et pour ça, pour nos ancêtres, pour l'avenir pour nos aïeux, pour l'avenir de nos enfants, c'est pour ces grandes causes qu'aujourd'hui se battent nos soldats, nos héros. Chers amis, je voudrais qu'on commémore avec le silence la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la patrie, pour la population civile, qui est les vieux et les enfants qui sont morts de la part dans ces opérations punitives. Спасибо. Nous comprenons tous à quel point le poids apporter ce deuil aux familles de ces soldats qui sont morts au front. C'est comme les combattants de la jeune garde de Krasnodon pendant la guerre civile et pendant aussi la résistance héroïque du Donbass au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Leur résistance contre le nazi, ces exploits, toute la Russie s'en souvienne. Et nous allons aider ces familles, nous allons les épauler, aider pour éduquer les enfants. Chaque famille dont un membre participe dans l'opération spéciale sera entourée de sourds et n'importe quel besoin de leur part devra être entendu. Je propose de créer un fonds d'aide publique spécialement dédié pour dédommager, pour accompagner les familles des membres participants dans l'opération spéciale. Cette fondation va coordonner les actions en termes d'aide, soutien psychologique, en termes de réhabilitation, en termes
de projets de vie, de lancement des entreprises, requalification, formation aux nouveaux métiers, aussi pour les prises en charge à domicile. Je demande le gouvernement, de commun accord avec le comité de politique sociale, de coordonner ces politiques dans les régions pour mettre en place toutes les structures nécessaires et pour gérer ces questions. Déjà, le principe doit être le suivant. Un fenêtre unique, un seul contact, sans bureaucratie, très simplifié. Et chaque famille de morts pour la patrie, chaque famille de vétérans de l'opération doit être rattachée à un coordinateur social, assistant social, qui, en temps réel, puisse gérer toutes les problématiques, toutes les questions que rencontre la famille. Et ce genre de cellule d'aide doit être créée dans chaque région de Fédération de Russie. Nous avons déjà des structures de même acabit qui ont fonctionné pour accompagner les vétérans des autres guerres. Donc, je pense que nous avons déjà une certaine expérience. Mais j'attire votre attention que ces nouvelles missions du fonds, de nouvelles fondations, ne doivent pas ôter la responsabilité des autres structures qui doivent aussi prendre en charge ce qui est dans leurs compétences. Je voudrais en ce sens attirer l'attention des maires des villes qui rencontrent régulièrement les électeurs, qui se rendent et dès lors maintiennent un lien vivant avec ceux qui combattent au front et les maires qui rendent les visites au front pour soutenir les soldats. Il faut les accompagner. Il faut penser les soldes, il faut penser l'assurance vie quand il s'agit ensuite de prendre en charge le soin et la réhabilitation de long terme. Donc l'ombudsman m'a rapporté déjà un certain nombre de doléances et je sais que toutes les questions ne sont pas encore résolues. Et tout le monde comprend que, évidemment, cette participation dans l'opération spéciale, c'est une immense charge mentale, physique. C'est un risque pour la vie que prennent les militaires et tous les participants de l'opération militaire, y compris les volontaires. Et donc, ils doivent avoir un congé, ils doivent pouvoir prendre un congé de 14 jours et avec une fréquence au moins une fois par 6 mois pour pouvoir se rendre du côté de leur famille pour passer un moment entourés de leurs proches. Chers collègues, vous savez que nous avons déjà une planification de notre défense militaire, notre doctrine militaire d'ici l'horizon de 21-25. Toutes ces mesures qui envisagent le réengagement des capacités de la marine et des forces terrestres doivent tenir compte du retour d'expérience de l'opération spéciale en termes d'équipement, en termes d'emploi de force. Par exemple, on sait que le taux d'équipement aujourd'hui est à la hauteur de 91%. Mais, compte tenu du retex de l'opération spéciale, nous devons, dans toutes les composantes, dans tous les corps d'armes et dans tous les corps d'armée et selon toutes les forces d'armes, avoir le taux d'équipement au moins 91%.
Tous les priorités donc doivent être définies. Il faut créer une puissante réserve des officiers et sous-officiers. Il faut les former dans les académies et il faut vraiment que dans tous les niveaux, on prépare cet effort et qu'à chaque niveau, ces militaires doivent sentir que la patrie honore leurs efforts. Nous devons fournir les technologies nécessaires pour augmenter le potentiel, les capacités et le niveau technologique des forces. Nous avons déjà beaucoup de technologies qui dépassent leurs analogues occidentaux. Le tout, c'est que certains prototypes très vite passent en production en série. Nous avons déjà créé sur notre base scientifique, dans nos instituts de recherche militaires, nous avons créé ces prototypes et maintenant il faut très vite impliquer les petites et moyennes entreprises à l'échelle plus large pour pouvoir produire en série. Nous avons beaucoup d'hommes talentueux, beaucoup de forces vives de la nation qui travaillent dans l'industrie de l'armement, qui sont fidèles à leur patrie et qui sont prêts à s'engager. Nous renforcerons les garanties pour les travailleurs. Cela comprend les salaires et les prestations sociales. Je propose un programme spécial de location de logement pour les membres, pour les travailleurs de ce secteur. Le taux d'intérêt sera limité car le paiement pour le logement, ce sera l'État qui l'assurera. Nous avons étudié cette question au sein du gouvernement. Nous avons travaillé tous les détails de ce programme et nous construirons des logements de location, en particulier dans les villes, dans nos centres scientifiques et militaires, de recherche militaire. L'Occident, comme je l'ai dit, a lancé une guerre informationnel mais aussi économique. Mais il n'est parvenu à rien et il ne parviendra à aucun de ses objectifs. Par ailleurs, ceux qui ont imposé des sanctions se punissent eux-mêmes. Ils ont entraîné inflation, perte d'emplois, fermeture d'entreprises, crise énergétique. Et ils disent à leurs citoyens, nous l'entendons, que c'est la Russie qui est responsable de tout. Les moyens qu'ils ont utilisés dans cette agression de la sanction, ils ont cherché à s'en prendre aux entreprises russes, à nous couper des canaux de communication financière pour s'en prendre à notre économie. Ils nous ont limité l'accès au marché d'exportation. Ils ont cherché à faire chuter le rouble et entraîner une inflation destructrice. Les sanctions anti-russes ne sont qu'un moyen. L'objectif, comme le déclarent les responsables occidentaux, je les cite, c'est d'imposer des souffrances à nos citoyens. Voilà les humanistes qu'ils sont. Ils souhaitent forcer le peuple à souffrir et ainsi déstabiliser notre société de l'intérieur. Mais ils n'ont pas réussi à cela. L'économie russe, la gouvernance russe s'est avérée beaucoup plus solide que le pensait l'Occident. Grâce aux efforts conjoints du gouvernement, des sujets de la fédération, de la banque, de l'Assemblée fédérale, des travailleurs, nous avons pu défendre notre économie, défendre les citoyens, préserver les emplois, empêcher de pénuries, notamment pour les marchandises les plus essentielles, défendre le système financier, permettre des investissements et des investissements dans le développement de notre pays. Ainsi, en mars, nous avons lancé des aides pour soutenir l'économie et le pays de l'ordre de 1 000 milliards de roubles.
Et ce n'est pas une politique de la planche à billets. Ce sont c'est une politique solide. En 2022, le PIB a diminué. On a pu entendre cette information. On s'attendait cependant à une chute de 20 à 25%. Et en fait, ça a été une chute de 9% et qui ensuite s'est stabilisée à 2,5%. La chute du PIB a été de 2,1% au total pour 2021. Et cependant, il s'attendait à un effondrement de notre économie. Nous avons renforcé notre logistique, renforcé nos liens avec nos partenaires fiables. Il y en a beaucoup, c'est la majorité en réalité. La part du rouble dans les transactions internationales par rapport à décembre 2021 a doublé et représente un tiers. Et avec les pays amis, il représente plus de la moitié des transactions et nous continuerons à travailler avec ces partenaires pour créer un système solide de transactions internationales indépendant du dollar et d'autres devises occidentales qui, avec la politique de l'élite occidentale, perdra de son caractère universel. Et ils ont tout fait cela eux-mêmes en réalité. Ce n'est pas nous les responsables, ce n'est pas nous qui réduisons la part du dollar des transactions et d'autres valeurs dites universelles, d'autres devises universelles. Ils le font eux-mêmes. Bien sûr, la défense est la priorité et nous atteindrons nos objectifs. Nous ne répéterons pas les erreurs du passé. Nous ne devons pas détruire notre propre économie. Nous avons tout pour assurer tout cela en sécurité, la sécurité de notre pays, assurer le développement de notre pays. Et c'est cette logique que nous suivons et que nous suivrons. De nombreux secteurs civils essentiels de l'économie n'ont pas connu de baisse, mais même une augmentation de la production. Nous avons produit plus de 100 millions de mètres carrés de logements l'année dernière pour la première fois. Ça a été une croissance supérieure à 10%. Et je remercie d'ailleurs les producteurs du BTP. Le secteur agricole a enregistré une récolte record de 150 milliards de céréales, dont 100 milliards de tonnes de blé. D'ici à 2030, le volume des exportations de céréales devrait augmenter de 50 à 60 milliards de tonnes, ce qui semblait impossible par le passé. Ça semblait irréalisable. Vous vous souviendrez de ce que l'on disait récemment. Le ministre de l'Agriculture déclare qu'il y a un potentiel d'augmentation de 50 à 60 milliards d'augmentation. Nous ferons tout pour avancer, y compris dans d'autres secteurs. Nous ne permettons pas qu'il y ait de situations qui se dégradent dans l'emploi. Au contraire, nous avons réduit le chômage. Malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées, le marché de l'emploi se trouve mieux aujourd'hui que par le passé. Avant la pandémie, nous avions 4,7% de chômage. Aujourd'hui, nous avons 3,7%, me semble-t-il. Voilà, 3,7%. C'est un record
historique, un niveau très bas. Notre économie a pu venir à bout des risques émergents. Un grand nombre de ces risques, on n'aurait pas pu les anticiper. Il a fallu réagir alors que les problèmes émergeaient au niveau de l'État, mais aussi des entreprises. On a pris des mesures d'urgence et les initiatives privées des PME notamment ont joué un rôle clé. N'oublions pas cependant que nous avons évité de trop réglementer l'économie de la part de l'État. Au deuxième trimestre, nous avons connu une baisse, mais dès le troisième, une augmentation de l'économie. Nous sommes arrivés à un nouveau cycle de croissance. D'après les spécialistes, notre économie est aujourd'hui différente. Nous nous tournons vers de nouveaux marchés prometteurs, notamment notre marché intérieur. Grâce à notre base technologique et grâce à des marchandises à forte valeur ajoutée, cela permettra de puiser notre potentiel dans tous les secteurs. On s'attend pour les années à venir à une croissance grâce à la demande intérieure et nos entreprises en profiteront pour que la production russe puisse produire les produits les plus nécessaires suite au départ des entreprises occidentales. Aujourd'hui, nous voyons clairement la situation. Nous comprenons les problèmes structurels que nous devons régler dans le domaine de la logistique, la technologie, la finance, les employés. Nous avons beaucoup parlé du fait qu'il fallait changer la structure de nos économies ces dernières années. Aujourd'hui, ces changements sont vitaux. Et cependant, cela change la situation pour le mieux. Malgré toutes les pressions extérieures, nous défendons notre pays. L'objectif, ce n'est pas simplement de s'adapter à ces stratégies. Notre objectif stratégique, c'est que notre économie arrive vers de nouveaux niveaux. Aujourd'hui, notre économie change rapidement. Cela représente des défis, mais aussi des possibilités. C'est la réalité. Et la manière dont nous réaliserons ces objectifs déterminera notre avenir. Notre objectif doit être d'atteindre nos objectifs. Il faut que des entreprises puissent être créées. Cela, c'est un succès, rien que cela. Quand nous construisons des routes, c'est une réussite. Quand nous construisons des maternelles, des écoles, c'est un succès. Quand nous réalisons des avancées technologiques, c'est un succès. Chaque succès doit être souligné. Mais sur quoi devons-nous concentrer notre partenariat avec les entreprises des régions? Tout d'abord, nous allons renforcer les liens économiques extérieurs et créer de nouvelles chaînes logistiques. Nous allons prolonger les liens entre Moscou, Kazan jusqu'à Ekaterinbourg et Tyumen, jusqu'à Vladivostok pour aller jusqu'au Kazakhstan, la Mongolie et la Chine, pour renforcer nos liens économiques avec le sud-est de l'Asie. Nous allons renforcer les ports de la mer d'Azov et nous nous concentrons notamment sur les couloirs internationaux nord-sud. Aujourd'hui, nous faisons passer déjà des bateaux de certaines capacités, ce qui permet d'avoir un accès aux pays du Moyen-Orient, à l'Iran, et nous allons renforcer ce couloir. Notre objectif est de moderniser les voies ferroviaires, le transsibérien, de renforcer
développer l'itinéraire du Nord, pour développer la Sibérie, l'Arctique et l'Extrême-Orient. Nous allons renforcer le développement des régions, notamment du niveau de la télécommunication, des routes, et dès 2024, pas moins de 85% des villes, des routes des grandes agglomérations seront inclus dans la base normative. Nous continuerons le programme de gazification gratuit et de le connecter aux infrastructures sociales, les hôpitaux, les écoles, etc. Ce programme, aujourd'hui, fonctionnera de manière permanente pour les citoyens, par ailleurs. Ainsi, vous pourrez demander à être raccordé au réseau gazier. Au cours de 10 ans, nous envisageons d'investir 4,5 trillions de roubles dans le développement de cette sphère. Nous savons que cette sphère a besoin d'un coup de pouce et il est important que ce programme reçoive dès ses premiers pas, dès ses débuts, un très puissant élan. Il faudrait aussi augmenter les capacités technologiques de l'économie russe. Il faut lancer l'hypothèque industrielle. Ça, c'est un puissant instrument financier. Maintenant, on peut recevoir un crédit privilégié, à taux privilégié, pour les projets de modernisation, pour les constructions industrielles. Et la somme peut aller jusqu'à 500 millions de roubles. C'est encore en discussion, mais et avec des taux de crédit entre 3 et 5% par an. Donc, je pense que ce programme est vraiment très avantageux. Il ne faut pas laisser passer cette opportunité. À partir de cette année, il y a un nouveau programme des clusters industriels. Dans ces nouveaux clusters, les sociétés résidentes bénéficient vraiment tout type d'avantages. Ils sont également soutenus par les subventions étatiques. Et ce programme de cluster, d'ici 2030, pourront réaliser des projets, mettre en œuvre de projets pour 10 millions de trillions. Donc, ce n'est pas seulement des chiffres comme ça écrits sur le papier, ce sont des objectifs à mettre en œuvre. Donc, j'attire votre attention à toutes les structures gouvernementales qui accompagnent ces projets. Ils doivent vraiment les accompagner et nous savons comment le système fiscal en Russie, qui est responsable pour gérer ces différents avantages fiscaux, doit être cohérent et doit assurer donc à l'échelle de tout le pays le bon fonctionnement. À partir de cette année, à condition d'acheter des technologies à haute valeur ajoutée et aussi des technologies utilisant l'intelligence artificielle, ils peuvent payer moins d'impôts de la société, de 3 fois. Donc, chaque rouble investi dans ce genre de produit que je viens d'énumérer, il peut gagner un rouble et demi d'impôts. Donc, toutes ces mesures fiscales seront là pour vraiment accélérer l'accès aux technologies à valeur ajoutée. Et j'attire votre attention à la nécessité donc de faciliter toutes ces démarches en termes de gestion de ces avantages fiscaux, de mécanismes de remboursement. Troisième point, c'est donc la recherche de nouvelles sources d'investissement. Grâce au solde de commerce très solide, la Russie a une bonne
réserve en termes de finances. Elle n'est pas obligée d'aller chercher les financements sur les marchés internationaux. Elle peut se récapitaliser utilisant cette réserve des banques à l'échelle nationale. Dans le secteur corporate, au cours de cette année, les réserves ont été augmenté. Donc, de 14%, vous imaginez, alors qu'on pronostiquait les chutes. Si on compare en 2021, il y avait le taux de croissance 11,7 et cette année, c'est 14%. Le portefeuille d'hypothèque a augmenté de 20 et 4%. Donc, on peut dire que le secteur bancaire a été très dynamique cette année et il a réalisé des gains. Et ça, c'est aussi un des marqueurs que le système financier russe a renoué avec la croissance stabilement. 4%. Je sais que dans certains pays, ça c'est l'inflation. Je sais que dans certains pays européens, l'inflation est déjà au niveau de 11. Donc peut-être je laisse préciser les chiffres à la Banque centrale, mais en termes de paramètres macroéconomiques, on peut dire qu'il y a tout le fondement nécessaire pour que l'économie puisse emprunter à long terme avec des crédits très avantageux. Nous devons stimuler également le secteur de consommation, pour dégager les fonds nécessaires pour les investissements. Nous devons créer les nouvelles opportunités pour nos citoyens pour qu'ils puissent investir leur épargne, leur économie, donc d'une part dans les entreprises, dans les projets, et d'autre part dans les systèmes dans les caisses de vieillesse, dans les caisses d'assurance vie bénévoles, volontaires. Et nous avons déjà 1 million pour les retraites. Je propose de créer un fonds de garantie de 2,8 millions de roubles pour garantir le fonds des retraites, des versements volontaires pour la caisse de retraite. Donc, il faut aussi créer les mécanismes qui protègent contre les faillites. Aussi des mesures de soutien spécial pour le business à haute technologie, Ces entreprises innovantes et hautement technologiques pourront investir dans les actions en marché interne avec des prix très avantageux. La libre entreprise, c'est ça aussi un autre ressort. C'est le business qui a démontré qu'il était le plus opérationnel à réagir dans le cadre du contexte changeant de l'économie. Nous avons vu pendant cette année. Et chaque initiative de ce type doit recevoir un soutien de l'État. Je considère aussi qu'il faut revoir notre code pénal par rapport à donc des peines qui ont comporté ce qu'on appelle qui ont été données pour des crimes avec composante économique. Il faut aller dans le sens de décriminalisation du code pénal. Et je pense qu'il faut se pencher de manière très attentive sur cette réforme mais il faut donc aussi agir avec une série de mesures cohérentes, lutter par exemple contre les offshore, contre les relocalisations. Ça doit être le principe de base.
Et je voudrais faire un petit parenthèse philosophique. Nous rappelons à la fin des années de l'Union soviétique, la fin des années 90, tous les problèmes que l'économie soviétique a rencontrés pendant cette période, lorsqu'elle a commencé à réactiver la propriété privée et les mesures de marché. Et vous savez, il y avait beaucoup de conseillers déjà à l'époque de l'Occident qui œuvraient et qui donnaient des conseils. Mais je me rappelle, il y avait un débat entre les Européens et les Américains comment quel chemin l'économie russe doit prendre pour mieux évaluer. Et qu'est-ce qui résulté de tous ces conseils, c'est que l'économie russe est devenue tout simplement appendice, dépendante de l'économie, de ces économies, en donnant seulement des matières premières. Et donc, le business a été surtout intéressé pour maintenir cette situation, de tirer les maximum de profits et donc utiliser cette économie de rente, mais à leur profit. Il n'y avait pas de volonté de la part de ces acteurs économiques externes d'investir à long terme. Et en fait, il y avait des résistances, évidemment, par rapport à ces logiques à l'intérieur du gouvernement. Mais on n'a pas pu résister à ces tentations. Maintenant, rappelons-nous dans quelle situation se retrouvaient nos grandes entreprises. Toutes les technologies étaient à l'Occident. Tous les marchés donc les plus favorables sont à l'Occident. Donc ils avaient le choix. Donc soit porter des grands investissements pour améliorer l'outil industriel, pour créer de nouveaux emplois à l'intérieur du pays, ou alors en fait ils sont cédés à la tentation d'investir dans le mobilier à l'étranger, dans les villas, dans les yachts, pour profiter immédiatement des richesses, non pas pour capitaliser sur la richesse. Et quand ils ont une villa à l'étranger, ils ont la famille et leurs enfants qui feront leurs études à l'étranger. Et en fait, nous avons tous connu ça, comment c'est difficile de traquer ensuite les situations personnelles. Et bien, on voit bien à quel point cette image de l'Occident, havre de paix économique, comme un rêve, doux rêve, et on a vraiment délaissé la Russie, d'où venaient ces richesses. Ces capitalistes, ils ont spolié la Russie, ils ont mis tout leur espoir dans l'Occident. Mais maintenant, quand ils se sont retrouvés, je les ai dit déjà, alertés à l'époque que vous allez avaler plein de poussière en courant dans les différents bureaux du juge pour défendre tout ce que vous avez investi en Occident. Eh bien, c'est ce qu'ils courent aujourd'hui dans le cadre de sanctions. Mais ils ne m'ont pas écouté. Et alors, je pense que maintenant, tous ceux qui ont perdu leurs capitaux dans les banques étrangères, eh bien, je pense qu'on ne pleure pas leur sort ici. Tous ceux qui ont perdu leur villa, leur yacht en Occident, eh bien, ici, en Russie, on ne pleure pas leur sort. Et au contraire, on se rappelle la privatisation des débuts des années 90, quand des grandes
grandes entreprises ont vendé pour des peccadilles et on se pose d'autres questions. Et pendant toute cette période qui s'est suivie de l'après-URSS, on a essayé de exploiter cet espace. On a essayé de, sur le confin, sur le périmètre de ce grand espace, provoquer des conflits gelés. On a soutenu les terroristes à l'intérieur de notre pays. On nous a mis tous les bâtons dans les roues pour empêcher le développement. Et on a donc défini les cadres, les règles de jeu. Quand, par exemple, les gérants des très grandes entreprises sont devenus dépendants des donneurs d'ordre, de leurs donneurs d'ordre qui se trouvaient dans les gouvernements des pays qui sont maintenant hostiles à la Russie. Et maintenant, c'est une situation ingérable dans la gestion de ces grands business en Russie. Oui. On a tous un choix personnel qui se pose et certains vont préférer finir les dernières journées de sa vie dans une villa à l'étranger, une villa qui sera peut-être comme un actif gelé. Mais il faut très vite comprendre que toutes ces personnes qui vont choisir de rester en Occident, eh bien, ce seront des gens, des citoyens de deuxième sorte, même s'ils ont acheté les titres des pairs d'Angleterre ou d'autres titres de noblesse. Malgré leurs titres de noblesse, ils restent des citoyens de seconde zone, de seconde sorte. Et maintenant, ils ont le choix. Garder cette situation lamentable ou bien revenir et devenir grand mécène, grand acteur de l'économie russe. Et c'est sur ceux qui vont choisir la Russie repose l'avenir du business russe. Car les sources de richesse et aussi les investissements doivent rester dans un seul et même pays, la Russie. Nous créerons une économie solide qui ne se ferme pas au monde et qui utilise tous ses avantages compétitifs. Le capital russe, les fonds que nous recevrons permettront à développer notre économie et aujourd'hui nous avons de grandes perspectives de développement des infrastructures, de l'industrie, du tourisme intérieur, de nombreux secteurs et je souhaite que ceux qui se sont confrontés à la politique de l'Occident m'entendent. Ceux qui se sont humiliés pour demander leurs droits à l'Occident. Aujourd'hui, cela semble inutile. Vous voyez bien à qui vous avez affaire. Aujourd'hui, il ne faut pas être accroché au passé. Il faut repenser votre vie, votre travail, d'autant plus que vous êtes des personnes fortes, et je parle aux représentants des entreprises. Vous avez eu des vies difficiles, vous devez lancer de nouveaux projets, gagner de l'argent et lancer des projets en Russie, créer des emplois, aider les écoles, les universités, la santé, la culture, le sport. C'est ainsi que vous gagnerez du capital et que vous serez reconnus par votre peuple. L'État et la société vous soutiendront, à n'en pas douter.
Nous créerons des emplois dans les différents secteurs. Notre pays est une civilisation à elle seule. Nous ne disons pas à être différents, être supérieurs, mais c'est notre civilisation. Nous avons reçu notre civilisation de nos ancêtres et nous devons la préserver pour nos descendants. Elle doit se transmettre. Nous renforcerons la coopération avec nos amis, ceux qui sont prêts à travailler avec nous. Mais nous appuierons sur nos capacités, notre potentiel créateur, nos traditions, nos valeurs. J'aimerais parler du caractère de notre peuple. Il a toujours été généreux, miséricordieux, empathique. Notre pays aujourd'hui a ces caractéristiques. Nous savons tenir notre parole. Nous ne mentons à personne et nous soutenons toujours dans les situations difficiles. Vous vous souviendrez que pendant la pandémie, dans les pays européens, notamment l'Italie, nous les avons aidés dans les périodes les plus difficiles. Et dans les cas de séisme, par exemple en Syrie, en Turquie, nous apportons également notre aide. Le peuple russe est la base de la souveraineté russe, la source du pouvoir. C'est un droit de notre peuple qui est garanti dans la Constitution. Malgré les défis et les menaces extérieures, nous ne renoncerons pas à ce droit. Et je souhaite souligner à ce titre que les élections présidentielles en 2024, les élections municipales qui ont lieu, toutes ces élections respectent la loi, les procédures démocratiques et constitutionnelles. Nous avons eu différentes approches pour répondre aux problèmes socio-économiques. Il faut être unis pour nos objectifs principaux, c'est-à-dire la sécurité et le bien-être de notre peuple, la souveraineté et les intérêts nationaux de notre pays. Et je vous remercie pour votre position responsable et forte. Les patriotes pour défendre la Russie, nous devons tous être unis, convenir, harmoniser nos efforts, affirmer nos droits pour défendre un droit supérieur, le droit à la Russie d'être forte. Et parmi les bénévoles qui sont sur le front, nous avons des représentants de la Douma et des parlements régionaux, des municipalités, des villes, des villages, de tous les partis politiques, des unions, des fédérations de la société. Tout cela aide le front et je les remercie pour leur position patriotique. Pour renforcer la société civile, répondre aux problèmes au quotidien, l'échelon local joue un rôle essentiel, l'échelon du pouvoir de l'État. Les citoyens doivent être assurés que notre pays se développera. Je propose de créer des instruments pour aider directement
La société doit être prête à assumer ses responsabilités pour elle et pour ses proches, pour assurer la défense de son pays. Et tout cela commence dès l'enfance, dans la famille. Et pour renforcer nos valeurs, notre identité nationale, il est important d'avoir un système éducatif de culture patriotique. Les subventions présidentielles, l'Institut du développement d'Internet, les autres instruments de l'État permettront d'aider toutes les formes de créativité, d'art, l'avant-gardisme, l'innovation, peu importe le genre. La culture devra servir le bien, la beauté, l'harmonie et permettre de réfléchir à des questions parfois contradictoires et surtout ne pas détruire la société, mais encourager les meilleures qualités humaines. Le développement de la culture sera l'une des priorités de la renaissance de la vie dans le Donbass. Il faudra rétablir les institutions culturelles, les musées notamment, ce qui permettra aux populations de sentir le lien entre le passé et le présent et de lier cela avec l'avenir, de sentir qu'ils appartiennent à une culture unie, à une histoire, la Russie séculaire. Les chercheurs, les enseignants doivent être soutenus. Nous devons renforcer le niveau de leur formation, renforcer l'apprentissage de l'histoire, de la géographie, que les jeunes puissent apprendre au mieux la Russie et son grand passé, nos cultures, nos traditions. Nous avons des jeunes qui sont très talentueux et qui travaillent pour le bien de notre pays dans le domaine de la culture, des entreprises, pour l'État, etc. Et pour ces personnes, un concours leader de la Russie sera créé, qui est présenté dans différents sujets de la Russie pour devenir les leaders de la Renaissance. Les finalistes de ces projets ont été des bénévoles sur le front. Ils travaillent aujourd'hui dans des territoires libérés. Ils améliorent la vie sociale et économique et ils agissent de manière professionnelle, décisive et courageuse. Ils sont prêts à donner leur vie pour la patrie. Les personnes qui sont nées dans le Donbass et qui se sont battues pour le Donbass doivent être au cœur des efforts de développement dans ces régions. La Russie compte sur vous. Sachant l'ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous avons dû repenser la formation des employés. Récemment, nous avons parlé de la nécessité de définir les priorités, de concentrer les ressources pour obtenir des résultats scientifiques concrets, notamment dans les secteurs où nous observons une importance critique pour notre pays. Le transport, l'énergie, les services communaux, la médecine, l'industrie notamment. La recherche fondamentale doit soutenir l'industrie et comme pour la culture, nous devons donner aux chercheurs davantage de liberté pour la créativité. Ne pas fixer les résultats qu'ils devront atteindre demain. La recherche fondamentale suit ses propres lois. Les objectifs, ces missions inspirent les jeunes, leur montrer qu'ils sont les meilleurs du monde. Et nos jeunes ont de quoi être fiers. L'année dernière, j'ai rencontré des jeunes chercheurs et l'une des questions qui m'a été posée a été celle du logement.
Question importante. Nous avons des certifications dans ce domaine pour les jeunes. L'année dernière, nous avons prévu 1 milliard de roubles pour cela. Je propose au gouvernement de définir des réserves pour élargir ce programme. Ces dernières années, le prestige et l'autorité de la qualification professionnelle du secondaire a été renforcé. Nous avons réduit l'emploi à un niveau record de 3,7%. Il faut pour cela donc former de nouvelles personnes. Nous devons renforcer les projets dans ce domaine. Il faut créer des clusters éducatifs. Les entreprises doivent être en contact avec les apprenants et répondre aux besoins de l'économie. Et il est très important que dans ce domaine, des instructeurs avec une expérience réelle les forment, avec des objectifs pour les 5 années à venir pour former environ 1 million de professionnels dans le secteur électronique notamment, dans la construction des machines, dans la métallurgie, l'agriculture, la construction, les transports. Cela est essentiel pour assurer la souveraineté et la compétitivité de la Russie. Enfin, une question très importante. Notre école supérieure, les universités. Ici, il y a maintenant une nouvelle exigence qui s'impose compte tenu de nouvelles règles, de nouvelles normes de marché. Et il faut maintenant rechercher une synthèse avec les meilleurs acquis de l'enseignement supérieur du modèle soviétique et le retour et tout ce qui était déjà acquis comme expérience au cours de décennies. Il faut revenir au système donc des spécialistes avec donc la formation module de base qui peut durer entre 4 et 6 ans. Et dans le cadre d'une même spécialité, dans une même école supérieure ou fac, on peut proposer en fait les différents cursus homologués entre les différentes écoles. Et quand il y a besoin ensuite de spécialisation supplémentaire, on peut continuer dans le cadre d'un master ou dans le cadre de thèse. Et donc, ce nouveau système, ce nouveau modèle doit prévoir les étapes de passage pour accompagner cette transition. Il faut vraiment penser à chaque détail. Notre jeunesse doit vraiment obtenir cette nouvelle qualité d'enseignement supérieur qui sera directement axée au marché du travail. Et je dis bien axée au marché du travail et non pas se retrouve avec des problèmes de recherche d'emploi sur le marché du travail. Et donc, tous les étudiants qui sont déjà en fin de cursus actuel en tant que spécialistes pourront soutenir leur diplôme et pourront ensuite donc suivre les cursus bachelor, master existants. Ils ne doivent pas en fait être perdants. Donc, je demande le ministère de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale de bien accompagner cette transition. Aujourd'hui, on voit à quel point le rôle d'enseignant, de professeur est important pour former le citoyen. Et je voudrais aujourd'hui qu'on retrouve cette autorité ex-magistrat de l'enseignant. On doit vraiment être reconnaissant à nos enseignants. Les parents doivent le souligner. Je voudrais parler
tout spécifiquement des familles qui ont plusieurs enfants, ce qu'on appelle le budget pour l'enfance, pour la petite enfance. Ce budget, au cours des dernières années, il a vraiment connu une très grande évolution. Il y a beaucoup de fonds, de nouveaux fonds qui ont accompagné ces politiques de la petite enfance. À partir du 1er février, il y avait une indexation de ce qu'on appelle les mesures, le capital maternité, de 1,9%. Et maintenant, même les habitants des nouveaux sujets de fédération peuvent maintenant faire leur demande pour bénéficier des aides de naissance. Et je propose de rendre cette mesure rétroactive et financer et payer les familles qui ont eu des enfants à partir de 2017. Exactement, l'année de départ, ce serait l'année de départ de programme en Russie. Nous avons déjà adopté cette mesure donc pour la Crimée, donc l'accès des Criméens à ces aides, et maintenant pour le Donbass et Lugansk. Il faudrait vraiment que tous les foyers sentent une amélioration de leur situation en termes des minima sociaux, en termes par exemple, le salaire minimum a été augmenté de 20%. Et nous avons cette intention bien claire de continuer à indexer le salaire minimum à un rythme plus fort que l'inflation. Nous avons décidé donc d'augmenter de 10% certaines tranches horaires. Donc maintenant, le minimum en Russie, ce serait 29 940 roubles, salaire minimum. À partir de l'année dernière, vous le savez, que les foyers qui ont plus de deux enfants et plus, et s'ils décident de changer leur logement, quand ils revendent leur premier logement, ils sont dispensés des impôts. Ils ne sont pas imposés à la revente de leur logement.